Il y a eu tour B3 du coup, qui coupe la connexion entre la dame et la tour. Donc là, dame 4 échec est une menace. Et du coup, tour C1 était le coup logique pour défendre la tour, pour défendre le pion, etc. Et Carlsen a complètement oublié. Il a joué A6 à la place, il a perdu échec d'un prend tour, quoi. Donc en fait, c'était vraiment C'est gros blunder en un coup. Et Carlsen est tilté. Et voilà. Mais bon, ok, encore une fois, c'est pas. Non, mais c'est assez marrant parce que c'est sûr que Carlsen, il a vu la menace de Nakamura et comme on entend chez certains amateurs en disant oh, j'ai oublié la menace, je suis vert, etc. Bah, lui aussi, quoi. Bah, ouais, Lui c'est clair, hein. aussi. Vous le voyez, j'ai sorti le t-shirt Carlsberg pour commenter cette nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo sur les Chess 960. C'est quoi? C'est les échecs spécifiques où les pièces majeures, hormis les pions, sur la première rangée de chaque camp, peuvent être disposées n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a un tirage au sort qui est effectué pour définir la position. Seule contrainte, le roi va se retrouver entre les deux tours pour pouvoir roquer. Et dans ce championnat du monde 960, il y avait un énorme match entre le streamer et top 10 mondial Hikaru Nakamura face au numéro 1 mondial Magnus Carlsen. Et il s'est passé d'énormes choses dans ces deux parties. C'est des mini-matchs en deux parties, puisque avoir les blancs dans ce type de rencontre, c'est un avantage. Système aller-retour, comme ça, il n'y a pas d'avantage dû au tirage au sort. Du coup, première partie exceptionnelle de créativité, on va voir ça tout de suite. Mais je tiens à vous dire que dans la deuxième partie, on va assister à une des plus grosses gaffes de l'année, voire quasiment de tous les temps, pour Magnus Carlsen. Allez, on voit ça tout de suite. Allez, on est parti pour l'analyse de ce mini-match en Chess 960. Vous voyez, on a une position complètement ahurissante pour démarrer. Je commentais en direct live avec Stouff, le maître feed Stéphane Bressac, cette partie. Et franchement, on a été émerveillé par le niveau de jeu, la créativité. Et j'aurais pu revenir seulement sur la gaffe de Magnus dans la seconde partie. Mais franchement, je suis obligé de vous montrer tout ça. Déjà, ça va vous permettre de comprendre un petit peu les règles. L'intérêt de ce jeu, c'est d'éviter tout ce qui est théorie. Voilà pourquoi il y a ce championnat du monde. On essaie de valoriser cette pratique de jeu où l'informatique n'est plus présente pour les débuts de jeu. Donc la partie va démarrer au deuxième, troisième coup et les joueurs n'avaient qu'un quart d'heure pour préparer à l'ancienne avec leur secondant les parties et essayer de trouver le meilleur système à adopter. Donc là, c'est assez marrant et les joueurs très vite ont compris qu'il fallait jouer B3 parce que souvent, on a une pièce qui est assez mal placée. Là, en l'occurrence, la dame dans le coin. Et il va falloir la faire revivre ou amener le fou en B2, ce qui permettrait, dans ce type de position, de valoriser cette grande diagonale et donc valoriser la dame. Ok. Pour les règles concernant les rocs, parce que souvent on a la question, il faut que les cases d'arrivée du petit roc classique ou du grand roc classique soient disponibles. C'est-à-dire que dès que le fou va arriver en B2, je pourrais jouer grand roc en mettant le roi en C1 tout simplement, puisqu'on retrouve un roc classique dans ce cas. Là, directement, il y a eu un coup incroyable. Dès le premier coup, ce qu'on a vu Nakamura à l'écran, ça a été la grosse surprise puisque Magnus a donné son fou, mais là, vraiment volontairement, il faut arrêter. Hein, Magnus fait quasiment jamais d'erreur. Je dis quasiment parce que vous allez voir que dans la seconde partie, il a fait quasiment la plus grosse gaffe qu'il n'ait jamais faite depuis qu'il est grand maître, en fait, tout simplement. Alors évidemment, la cadence de jeu, c'était du 25 plus 5 avec un petit rajout de temps de 5 minutes au 30e coup. Donc ça reste des parties rapides. Donc ici, la pointe est énorme. Déjà au premier coup, il y a une surprise gigantesque qui attendait Nakamura, puisque sur Dame prend H8, on a commenté ça en direct, cavalier F6, évidemment on voit qu'il y a la dame qui est quasiment trappée, qui se fait attraper. Tour G8, Dame H6. Et là, il ne faut pas jouer naïvement Tour G6, puisque la dame peut sortir en H3. Il faut donc jouer D6 ou D5 pour bloquer la case de la dame. Et ensuite, échec et mat avec Tour G6. Alors, échec et mat à la dame. Hein. Donc, c'est une façon rigolote de montrer, de qualifier un enfermement de dame.
Donc voilà l'idée déjà qui apparaît. Nakamura ici réfléchit, ne va pas chercher le fou et préfère jouer fou B2 avec toujours peut-être un mini plus blanc. Mais déjà, les deux joueurs ont réglé leur problème comment dirais-je, de fou dans le coin et de dame dans le coin. Ok, chacun des joueurs réussit les choses, mais maintenant, les noirs ont le trait. Et ici, c'est assez rigolo. Les joueurs en sont arrivés à la même conclusion. Il faut jouer cette dame et ce fou pièce de longue portée assez rapidement. Puis ça permettra de roquer. Donc Magnus a joué B6. Vous ne pouvez pas reproduire le même piège. C'est ce que mon collègue Stéphane avait montré en direct live. Si vous essayez de faire la même chose avec un trap de dame, bah voilà, si vous essayez d'enfermer la dame, regardez ce qui se passe. Ok, on continue. Et ben, la dame va ressortir en H6. Il n'y a plus d'histoire de fou C1 qui pourrait contrôler cette case H6. Donc là, ça serait vraiment une mauvaise idée d'essayer de reproduire la même thématique. Ok, du coup, dans cette position, Nakamura fait F4. Objectivement, j'aime pas trop ce coup. Magnus pouvait déjà prendre avec le pion G le pion F4. Alors oui, je comprends, ça libère. On a vu beaucoup de coups libérateurs de pions. Ça, c'est intéressant pour les joueurs amateurs de voir que Nakamura essaie de libérer ses tours. Ça, je trouve ça sympa. Par contre, ce que je trouve moins sympa, c'est qu'il échange un pion presque central contre un pion de l'aile. Ok, donc ça c'est dit. Pour autant, Magnus a choisi de ne pas échanger. Quelle était l'idée de Magnus à ce moment-là? D'enfermer toutes les pièces d'Hikaru Nakamura, puisque le cavalier n'a plus sa case naturelle en F3, le fou H1 ne peut pas sortir, et en plus, il y a des idées de fou B7. Ok, cavalier C3 d'Hikaru, hyper normal pour jouer E4, prendre tout le centre, et fermer la diagonale de la dame et du fou potentiel, sauf que Magnus, il joue fou B7. Donc déjà, on a vu un joli sacrifice au départ de pièces qui fonctionnait pour Magnus. Là, les joueurs essaient de bien valoriser leurs pièces. On est dans les chess 960. Là, le grand roc blanc maintenant est possible. Il faut imaginer ça, c'est un peu particulier quand même. Mais ça reste des vrais échecs. Une fois que les rocs ont été faits, on retrouve des positions beaucoup plus conventionnelles. Ici, incroyable, Hikaru avait prévu E4, sacrifice du pion central. Magnus a relevé le défi. Fou prend E4. Quelle était l'idée d'Hikaru dans cette position? Cavalier prend, dame prend. Magnus n'a sorti que sa dame et maintenant cavalier E2. Et on prépare G3 et la valorisation du fou H1. Ça veut dire que les blancs pourraient prendre l'initiative. Et là, en direct live, j'avais bien envie de rendre la monnaie de sa pièce à Hikaru avec le coup G3, puisque le cavalier ne peut pas reprendre. Il est cloué absolument, hein, il y a le roi derrière. G3, l'idée, c'est que sur H prend G3, le fou est vraiment coincé pendant très longtemps. Et c'est ce que Magnus a choisi. Il y avait d'autres coups. Hein. Il pouvait jouer son cavalier en C6, développer ses pièces et accepter que Nakamura sorte son fou et ait l'initiative. Parce qu'il va jouer G3, il va jouer grand roc, il va amener sa tour en E1, il va améliorer ses pièces, très clairement. Mais Magnus a choisi d'essayer de le coincer en rendant le pion qui avait été donné. Donc je trouve que le mécanisme est vraiment super sympa. H prend G. Et maintenant, cavalier F6, comme ça, l'adversaire ne peut pas faire G4, G3. Il ne peut pas, sauf que j'ai vu la partie et Hikaru a bien compris. Ça me semblait assez logique aussi à moi en plein live de redonner vie en resacrifiant le pion. Donc, c'est chacun des joueurs qui sacrifie le pion, l'un pour bloquer le fou, l'un pour le libérer, l'autre pour le libérer. Et cavalier prend G4 a été joué, évidemment. Magnus a donc amélioré son cavalier avec ce tour de passe-passe. Mais Hikaru réussit à libérer le fou. Là, on est dans des échecs de très haut niveau. Je voulais absolument vous montrer ça parce que les concepts sont véritablement élaborés. Je ne vous demande pas de reproduire ça à la maison, mais vous pouvez simplement apprécier. Et pour ma part, en pleine partie et avec Stouff, vraiment, on se régalait de cette partie qui finalement va se calmer prochainement. Donc, dame E6, on a un vrai grand roc de random chess, donc les chess 960, il y a deux noms, hein, les échecs Fischer aussi, puisque c'est Bobby Fischer qui a non pas inventé, mais popularisé cette manière de jouer, puisque Bobby Fischer pressentait déjà l'impact des préparations théoriques sur le jeu et voulait trouver un billet pour rendre les échecs toujours aussi intéressants et sans préparation théorique trop poussée. Alors attention, hein, là, vous voulez, je pense, prendre le cavalier. Magnus aurait bien aimé le prendre, mais sur dame prend, il y avait simplement tour E1. On va dire, allez, je vais jouer un coup lambda, dame B5, puisque je n'ai pas envie de donner ma dame. Et là, Hikaru, avec cette variante, avait prévu tour prend E7, c'est certain. Roi prend E7, tour E1.
Je peux pas mettre mon cavalier en interposition, là, en bouclier, puisqu'il y a tour prend, puis je perds ma dame, et puis même je perds mon roi. Hein. Mon roi est complètement foutu. Donc, le coup presque normal, c'est roi d6. Je dis presque parce que je suis quand même échec et mat après dame d4. J'ai plus le choix, je mets ma dame en face. Et il y a une sorte de baiser de la mort en plein milieu de l'échiquier. Voilà, donc ça, c'est vraiment pas top. Donc, après Grand Rock, ben Magnus, c'est ce que Naka voulait. Il voulait obtenir de l'initiative. Et c'est vrai qu'on n'a pas roqué avec les noirs. Notre dame est en plein milieu de l'échiquier et va se faire harceler. Bah, il y a du jeu, il y a du jeu. Donc là, hyper malin à comprendre, quand vous êtes en danger avec votre roi, bah, il faut des fois roquer, le mettre à l'abri. Et là, il n'y a pas de cache superbe. Il y a soit ce grand roc, mais du côté où le fou est actif, soit le coup petit roc qui n'est pas mieux. Moi, j'aime pas les deux, puisque ben, bien sûr, c'est un roc côté cimetière avec le roi très ouvert. Du coup, oui, il ne faut pas jouer pour cela. Mais Dame F6, c'est super. Franchement, j'aurais pu vous le faire chercher. Je vous le montre direct. Dame F6, c'est un des mécanismes de combat. Quand vous êtes en défense, contre-attaque, je propose l'échange de dames. La fameuse méthode que je qualifie des fois d'anti-jeu. Vous avez bien compris, c'est plutôt positif de jouer l'anti-jeu. Quand vous avez plus de matériel, vous échangez les pièces. Donc, Magnus ne veut pas, Hikaru pardon, ne veut pas, il joue dame A3, non, parce qu'il y a dame A1, échec et mat. Donc, il a préféré cavalier C3 avec l'idée dame A3. Voilà, attention quand même aux petites tactiques qui traînent. Cavalier C6, et ça y est, on améliore les pièces, tour DE1. Face au roi, Magnus, allez, grand roc, j'arrête les bêtises. Dame A3, excellent coup, puisque je fais pression sur A7. J'ai des petits dames A6 d'infiltration avec des cavaliers B5. Dame prend E7, puisque je peux faire sauter à tout moment ce cavalier C6 avec mon fou. Bref, c'est exactement l'initiative. L'initiative, c'est les coups piquants. J'arrête pas d'en parler sur la chaîne. Et ben, on voit que les grands joueurs, ils connaissent bien ces mécanismes. Par contre, ils se rendent coup pour coup. Vous l'avez vu dans le double sacrifice de pions, un pion sacrifié par chacun des camps au début de la partie. Et là, c'est pareil. Naka met la pression sur Magnus. Magnus propose l'échange de dames. Naka ne veut pas et après remet la pression. Et là, Magnus a accepté. De toute façon, il n'a pas le choix. Il a joué à A5. Il perd ce pion E7. En vérité, je pensais ici que Nakamura allait continuer l'ambition. Il a accepté de jouer fou prend C6, qui a rendu une partie honnêtement beaucoup plus terne. Et on va passer en revue assez rapidement. J'aurais souhaité, pour la beauté du jeu, que Nakamura continue dans son idée et joue dame A4 avec des infiltrations de dames, des cavaliers D5. C'était tout à fait possible. C'était, je pense, hyper intéressant. C'était dans l'énergie de la partie, je dirais. Mais attention, ce sont des joueurs professionnels de haut rang. Donc, il a préféré calmer complètement le jeu et jouer fou prend C6 avec un petit avantage structurel dans cette position pour les Blancs. Il y a une partie quasiment parfaite des deux camps qui m'intéresse beaucoup moins. On est dans des vrais échecs maintenant. Dame D4, tour E2. Voilà, ça joue toujours pour les coups piquants. Il y a de l'énergie, mais la partie est moins sympa. Les deux camps ont essayé d'améliorer leurs pièces des deux côtés avec des propositions d'échanges perpétuels qui ont vidé l'échiquier de toutes les pièces. Je vous montre ça comme un petit film rapide. Il n'y a rien de spécial. Beaucoup d'échanges en tout cas. Les deux joueurs sont très forts. Et il y a ce qu'on appelle en finale. Là, on a 2 pièces. On a passé la pré-finale. Finale, 2 pièces en plus du roi. Il y a un principe qui existe, c'est le principe de liquidation. Là, Magnus pourrait être sous pression avec les pions E6 et H5 quand même, mais ce n'est pas si facile de les attaquer. Naka, il n'a pas trouvé, donc il a joué F5 et maintenant on vide toutes les pièces. Moi, je vais gagner G3, toi, tu vas gagner H5. Voilà, c'est ce que les joueurs se sont dit. Tu gagnes G3, je gagne H5. Et là, c'est un 4 contre 4 sur la même aile. C'est vraiment pénible à regarder. Et maintenant, je file sur une masterclass stratégique de Magnus avec les pièces blanches. Et vous allez voir, la masterclass a mal tourné. Beaucoup de joueurs se sont habitués à cette position. À chaque fois, ils en changent. Les mini-matchs se déroulent avec la même position. Et après, on fait retourner l'ordinateur qui nous donne une nouvelle position pour un nouveau mini-match contre un autre joueur. Il y a les meilleurs joueurs de la planète qui participent à cette compétition. Nakamura et Magnus Carlsen, ce sont les 2 têtes d'affiche. Mais il y a aussi Abdou Satorov, il y a Yann Nepomniachtchi, le candidat.
Et il y a d'autres excellents joueurs. Ils sont 8 à participer. Donc, OK, B4 a été joué par Magnus. OK, coup logique, on a dit, avec l'idée fou B2, etc. Il n'y a pas eu d'histoire de G5 dans cette position, mais D5 a été joué par Naka et ça joue tout à fait normalement. Les deux joueurs essaient de libérer leurs pièces. Petit avantage au blanc, on voit que Magnus prépare un fianchetto traditionnel, voilà, avec fou G2, et il prend de l'espace à l'aile dame. On voit se dessiner cavalier F3 et petit roc, et ça retomberait un petit peu dans des choses qu'on a déjà vues dans le début Réti. Pour certains, le début Réti, c'est cavalier F3 au premier coup. On retomberait là-dedans. Mais il y a des petites spécificités, pardon, les dames sont mal placées. OK, ça continue. Normalement, les deux joueurs essaient de se développer. Le fou H8 est en face de la dame, mais il n'y a pas de combinaison à proprement parler. Fou A3, cavalier E4, voilà, une petite découverte, mais dame A2, et puis ça règle le problème. Cavalier D6, les deux joueurs jouent pour l'amélioration des pièces. D3, maintenant, vous connaissez le petit roc, vous savez, hein, on retrouve la position initiale. Le roi a juste filé en G8, puisque les cases sont libres. C'est ce qu'on avait dit par rapport à un roc classique. Voilà, roc des deux côtés. Et ici, la position est beaucoup plus facile à jouer pour Magnus Carlsen, qui pourrait avoir des velléités de jouer dame B3, B5, C4. Bref, il va enfoncer Naka au niveau de l'aile dame avec un fou qui est vachement bien placé en face de la dame A8. Donc Naka, il voit tout ça avec ses yeux de professionnel du jeu et d'hyper talent du jeu, de génie du jeu, on pourrait dire. Et il joue B5 pour bloquer un petit peu l'attaque de Magnus. Magnus va alors faire une énorme partie, mais va être un petit peu lent à un moment. Donc dame B3, B prend A4, dame prend A4. Et on voit qu'il y a des pions faibles, donc il y a une petite pression quand même de Magnus. Je vais arriver assez rapidement, je vous fais défiler la partie. Partie assez classique avec un travail sur l'aile dame de Magnus. Attention, il ne laisse pas le fou en face de la dame, etc. Il y a un petit travail, il bloque l'aile dame. Et il sait que ce pion A7, ce pion C6, ça va être des cibles sur le long terme. Cavalier C7 joué, cavalier D2, on améliore de nos deux côtés les pièces. Fou B2, fou F5 attaque la dame, on bouge la dame, ok. Et là, un des grands moments de la partie, je vais jouer avec tour A1, je vais mettre tour A5, je vais doubler. Là, mes tours ont déjà un objectif marqué. On voit ça côté Naka, et là, c'est des joueurs de très haut niveau. Ils jouent A5, sacrifice de pion, en disant je te donne le pion, mais le tien maintenant va être passé, mais isolé. Et je vais essayer de trouver l'initiative sur ce pion. Donc, il commence à travailler. Dame C7 attaque le pion. Dame A4, Magnus défend. Tour A8, tour A1. Et à ce moment-là, on pressent que les compensations sont un peu faibles et que Magnus va pousser jusqu'au bout. C'est ce qui se passe hein, dans la séquence. Tour FB8, on améliore des deux côtés. Magnus doit faire attention à tout parce que les pièces noires sont quand même un petit peu plus jolies en échange du pion de moins. Cavalier prend E4. Magnus a tout intérêt à vider le jeu de toutes les pièces et il gagnera avec son pion de plus. C'est ce qu'il continue à faire. Naka, parfois, n'a pas le choix. Et du coup, bien joué encore. Masterclass aussi, non pas défensif, mais dynamique de Nakamura qui essaie, dans cette position, de faire quelque chose, de bouger un petit peu. Et il joue Magnus tour C2 pour tout tenir parce qu'il y avait des découvertes potentielles de cavalier avec le fou B2 en l'air, avec ce rayon laser qui traînait. C4 et cavalier F3. Et semble-t-il, j'ai quand même un pion net de plus. Mon fou un jour pourra bondir. Bon, ça devrait le faire. Cavalier A7. Fou A3, il y avait fou C1 qui avait été proposé aussi par mon collègue Stouff au commentaire. C'était très bien aussi avec l'idée de revenir en F4. E5, dernière tentative peut-être de Naka d'enflammer un peu la position. Mais finalement, ça n'aboutit pas vraiment cette histoire. Fou prend E5. Et là, peut-être que Magnus, il a le temps avant de prendre ce fou E5. Peut-être qu'il aurait pu jouer tour D1. Peut-être qu'il aurait pu encore améliorer ses pièces. Bon, il prend. Dame prend. Et joue fou C5. Qui paraît vraiment, vraiment avantageux quand même. Et un jour, le fou D4 en bloqueur. Bien sûr, dame E4 échec ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ma tour est protégée. Voilà. Donc, tranquille. Tour B3 joué par Nakamura. Attention, il attaque le pion C3. Et en même temps, il menace dame E4. Là, au niveau du temps, Magnus vient de récupérer 5 minutes. Et ça, c'est assez rigolo. Je vous ai déjà dit sur la chaîne, au 30e coup, donc on récupère 5 minutes. Souvent,
quand on récupère du temps, des gaffes peuvent arriver. Comment ça s'explique? Il y a un changement de rythme. Et le changement de rythme, pour une fois, là, Magnus, dans cette position, il va se poser 2 minutes 30. Alors que jusque-là, il était obligé de se dépêcher un petit peu. Hein, il était sous pression du temps. Mais là, je pense que vous l'avez vu. Êtes-vous capable, dans cette position, tous, de combiner le roi du jeu, Magnus Carlsen? Je pense que certains ont vite compris. En fait, on va revenir sur le coup d'Hikaru, tour B3. Effectivement, il attaque le pion C3, mais en même temps, il fait clignoter dame E4, puisque maintenant, la dame n'a plus son contrôle de la tour en C2. Donc, il fallait peut-être jouer un coup comme tour AC1, mais ça ne plaisait pas à Magnus. Au moins F3 et redonner ce pion-là, parce qu'on a un pion en A qui est très, très avancé. Non, mais regardez, Magnus, il a joué A6, le pion avancé. Il s'est pris dame E4 et je peux vous dire qu'il a fait grise mine. Ça a l'air quand même assez dur, hein. Mais bon, en pratique, c'est chaud, hein. Il y a quand même du dame E3. On voit que les pièces noires sont assez actives, donc il y a du contre-jeu. Et seulement 3 minutes à la pendule pour Blue Bomb. Ok, on va partir chez Carlsen. Carlsen a oublié dame E4. Carlsen a oublié dame E4. Sérieux? Non. Ouais, si. Il a oublié dame E4. Il a pas fait tour C1, il a pas vu dame E4. Oh là 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 là. Il a donné la partie. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là. Colère. Il a joué à 6. T'as prend le dame D7. Bon là ça va être la fin. Là. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. En plus là il a tour B1 sur échec. Je sais pas comment il a pu oublier. En plus, Ouais. Bon on voit quand même il y a la fatigue. Hein. La fatigue. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que, ok, on est quand même pas habitué à ce genre de blunder Carlsen. Hein, c'est pas ça. C'est pas un habitué des blunders comme ça. Nous, on a vu tempo. Hein. En tout état de cause, la partie est perdue. Et voilà, on se retrouve maintenant à donner une tour sèche. En plus, Magnus avait un petit peu de jeu avec dame D7. Il avait la possibilité de trouver quelque chose contre ces pièces-là. Mais maintenant, il a une tour de moins. Donc Naka, méthode anti-jeu, il connaît bien. Gros anti-jeu avec dame B5. Voilà. Magnus a tenté sa dernière change dame B7. Il récupère un petit peu de matériel. Mais Nakamura, il a une qualité de plus dans cette finale. Où en plus, tous les pions adverses sont sur blanc. Donc le fou vraiment n'a aucun impact sur la position. Il suffit maintenant, dans cette finale, d'améliorer le roi et la tour. Et on va gagner facilement. Maintenant, je montre le petit film de fin parce que c'est assez pédagogique quand même de voir. Donc Magnus, il essaie de bloquer un petit peu l'espace adverse. Et Naka, il a trouvé très vite amélioration de la tour et maintenant amélioration du roi en fait. Son idée, c'est de venir jusqu'ici. Il pourra même donner sa tour contre le pion C et se créer un pion passé hyper avancé qui lui ferait gagner la partie. Voilà son plan en fait qu'il a trouvé très très rapidement. Très esthétique, un plan de simplification. Donc Magnus, face à ce plan-là, il l'a vu, il essaie d'avancer son roi, il va essayer de trouver du contre-jeu. Sauf que non, je mets ma tour en F1, tu ne peux plus bouger. Si ton roi bouge, je prends F3. Et Magnus, il a plié ici. Hein. Il n'a pas essayé, ça sert à rien. Ok, s'il avait fait roi E5 pour vous montrer, il y a tour prend F3, roi prend, tour H3. C'est trop dur. C'est trop dur. Il y a tous les pions qui tombent. Il a préféré abandonner. Il en avait marre tout simplement. Énorme gaffe de Magnus. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, pour ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout, un des conseils que je vous donne constamment et que je me donne à moi-même quand je fais mes propres gaffes en speedrun ou en live, vous voyez que Magnus doit lui-même faire les vérifications. Mais pour diverses raisons, la fatigue, le rythme était intense. Dans la soirée, ils avaient enchaîné 4 parties qu'on qualifie de rapides, mais c'est des parties qui duraient à peu près 1 heure, 4 fois 1 heure, avec de l'intensité. Même pour des joueurs chevronnés, ça peut les fatiguer. Il a baissé sa garde aussi, Magnus. Il avait reçu 5 minutes supplémentaires et, je ne sais pas, son cerveau a papillonné. En tout cas, même si j'ai mis le t-shirt Carlsberg, je ne pense pas que Magnus avait picolé hier. Simplement, une inattention d'un instant, ça peut faire
basculer une partie, même pour un joueur de classe mondiale et peut-être même le meilleur joueur de tous les temps. Je peux vous assurer qu'il ne le fera pas tous les jours, ça lui arrive, mais ça va lui faire une piqûre de rappel. Et lui, ces piqûres de rappel, ça l'aide énormément à Magnus. Je peux vous dire que là, pendant longtemps, il ne fera plus d'erreurs, à mon sens. On va bien voir. En tout cas, c'est assez dommageable parce qu'il avait dominé complètement Hikaru Nakamura, qui a toujours de la ressource, qui est resté en vie. Mais là, c'est vraiment une grosse réussite pour le joueur américain parce qu'il n'a pas poussé encore Magnus dans ses retranchements. C'est Magnus tout seul et ça arrive. On appellera ça la réussite du grand champion pour Hikaru Nakamura dans cette partie. Le Chess 960 continue sur la chaîne Chess.com FR. N'hésitez pas à venir nous voir en live. Voilà, ça nous fera grand plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Pro Evolution Échecs.